Bonjour à tous, bienvenue dans ce contexte live. On vous retrouve aujourd'hui dans la dernière ligne droite de la campagne des municipales. Le premier tour a lieu dimanche et le suivant dans la foulée dimanche suivant. C'est donc le temps des derniers débats et des derniers meetings, derniers boitages, derniers tractages. Ça se passe dans un contexte national et international un peu compliqué. Alors cette fois, pas de pandémie mondiale comme pour les élections de 2020, mais une guerre au Moyen-Orient et le prix des carburants qui augmente à la pompe. On vous avait déjà proposé un premier rendez-vous sur ces élections, c'était à l'automne, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis. C'est pour ça qu'on avait envie de vous retrouver à nouveau pour tirer les premières leçons de ces élections. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir avec moi deux journalistes de Contexte Pouvoir à Paris. Pierre Duquesne d'abord, notre spécialiste du Parlement. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Et Virginie Riva est avec nous aussi, qui suit notamment l'exécutif. Bonjour Virginie. Bonjour Yann, bonjour à tous. C'est une grosse semaine pour tous les deux, j'imagine. Il y a la soirée électorale qui se prépare. Donc la rédaction est en ordre de bataille, se met en ordre de bataille. Ouais, on est assez mobilisés, même hyper mobilisés. Vous le disiez, tu le disais plutôt Yann, effectivement le débat médiatique est saturé de la guerre en Iran, mais nous on s'est vraiment réparti les villes. L'idée c'est lundi matin de proposer l'infographie à jour sur les municipales et avec une analyse de la situation politique dans chacune des villes. Voilà, grande infographie, en plus bien sûr des briefings que vous recevrez du briefing que vous recevrez dans votre boîte lundi matin pour ceux d'entre vous qui sont abonnés. Ensemble, on va commencer par parler de la recomposition en cours du paysage politique à un moment où la présidentielle se profile et est déjà dans beaucoup d'esprits. On peut dire que ça bouge à droite et à l'extrême droite, mais aussi à gauche. Et on en parlera dans la première partie de ce contexte live. On voulait aussi parler, dans un second temps, des thématiques qui ont marqué la campagne. On verra que c'est pas forcément simple de pointer lesquelles, étant donné le nombre d'élections et puis la diversité des situations locales. Mais on se dit que ça peut servir d'indicateur pour les priorités des politiques publiques à venir. Et vous savez qu'à Contexte, on aime bien regarder un peu ces tendances quand elles arrivent. On va aussi se projeter dans l'après-scrutin, parler un peu des intercommunalités. On en parle forcément beaucoup moins dans les médias généralistes, souvent des sujets un peu techniques, mais parler des intercommunalités donc et de la gouvernance locale, ce sera notre troisième partie. Et puis on terminera en parlant des trois villes qui vont peser le plus dans les commentaires. C'est un peu comme ça à chaque fois. Vous m'avez compris, il s'agit de Paris, Lyon et Marseille. On dira un mot pour chacune d'entre elles. On part pour 45 minutes environ. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel qui vous concerne. Mes deux invités vont répondre à mes questions, mais ils sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc ne soyez pas timides, posez les questions que vous avez en tête dans l'espace chat. Le lien est normalement en bas à droite de votre écran. Et puis vous pouvez aussi utiliser cet espace pour commenter ce qui est dit ou pour proposer des prolongements, quoi. Comme promis, on démarre avec une première partie très politique. Pierre, pendant cette campagne, on a lu et entendu beaucoup de choses à propos d'une possible union des droites, comprendre une alliance possible entre la droite et l'extrême droite. Mais personnellement, j'ai du mal à cerner si c'est une dynamique locale bien réelle ou si on parle surtout d'une série d'exceptions à droite et à gauche. Pour l'instant, quand on regarde les grands équilibres, rien ne bouge. Je vous renvoie vers un excellent papier qu'a fait ma collègue Garance Tournillon sur le sujet, qui explique que l'union des droites et de l'extrême droite mûrit lentement. Ce qu'elle explique dans ce papier, c'est que dans les grandes villes, on ne va pas avoir de phénomènes spectaculaires d'union des droites, d'appel à voter ou de fusion d'entre-deux tours, a priori dimanche soir. D'ailleurs, Gérard Larcher, hier matin, l'a rappelé qu'il n'y a pas d'alliance possible entre LR et l'extrême droite. Donc, voilà, il y a ce message qui est affiché. Et effectivement, dans les grandes villes, ça ne se verra pas trop. En revanche, ce que raconte Garance, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder dans les villes entre 5 000 et 15 000 habitants,
temps, où là c'est bien plus compliqué, où là il y a hier le Parti socialiste a fait une conférence de presse pour dénoncer ce qu'il appelle en fait des pactes du déshonneur, en fait où ils ont remarqué que dans 72 villes il y a des villes où le RN est assez puissant et n'a pas déposé de liste et laisse un candidat LR ou de droite classique ou d'hiver droite se présenter, et donc ils y voient là un pacte caché, et inversement des villes où il y a un candidat d'extrême droite, il n'y a pas de liste de droite alors qu'auparavant il y avait une liste naturelle de droite, etc. Donc une pression qui vient un peu de la base c'est plutôt une union des droites par la base. Alors après il y a des grandes villes comme Marseille évidemment où le score de Franck Alizio est tellement annoncé très élevé que on va voir plutôt s'il va y avoir une union des droites chez les électeurs et pas chez les appareils en fait. C'est plutôt ça qu'il va falloir regarder, s'il y a des mouvements en fait de votants de l'extrême droite, de la droite vers l'extrême droite. Parce que je finis juste sur Marseille, excuse-moi, je finis là-dessus. Pas de problème. Mais il y a aussi d'autres scrutins derrière, il y a les régionales et LR ne peut pas, ou la Macronie ne peut pas passer un pacte avec l'extrême droite officiellement, parce que derrière ça les mettrait en porte-à-faux par exemple pour les régionales. Mais par contre les mouvements des électeurs, ça va exister. On imagine que du côté des Républicains, on va surveiller ça de près et voir quelle est la progression du RN dans toutes ces villes. Mais à gauche, de façon un peu symétrique, le PS et les sociodémocrates vont regarder ce que le résultat de la stratégie de la France insoumise ce que la stratégie plutôt choisie par la France insoumise va donner en termes de résultats. Oui, dans les grandes villes, on a bien vu la stratégie du PS, c'est de dire vote utile, on renvoie LFI en dessous de 10%, comme ça ils ne peuvent pas se maintenir au second tour, et on siphonne leur électorat qui va faire le vote utile pour nous au second tour. Voire parfois, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la diabolisation de LFI suite à l'affaire Quentin de Ranc, il n'est pas certain qu'une alliance apporterait des voix, voire pourrait en faire perdre en fait aux candidats de gauche. Donc c'est un peu le calcul du PS. Après, la réalité, ça va être la réalité des urnes, en fait. S'ils sont au-dessus à Toulouse, par exemple, où LFI est annoncé à 25%, et s'il y a 6 points d'écart entre les deux listes, ça va être très compliqué de gagner la ville sans trouver un accord d'alliance technique, ce que prône, en fait, LFI. Une alliance technique où ils disent « Attendez, ça s'est toujours fait, le rassemblement. » Ça va chauffer entre dimanche soir... On est obligé d'être alliés dans la majorité municipale, mais en tout cas, on se met d'accord pour ne pas laisser la ville à la droite. Mais après, chacun reprend ses billes et on aura notre groupe et on ne participera pas à l'exécutif municipal. On sent que les portables vont chauffer entre dimanche soir, les résultats, et mardi, fin d'après-midi, le dépôt des listes. Comme m'avait dit une source, c'était assez imagé, il m'avait dit, bon, le lundi matin, on se renifle, le lundi, à partir de midi, on discute, et le soir, il faut qu'on tope, quoi. Et donc, ça peut arriver tard dans la nuit, dans les villes où ça va être compliqué. Après, il y aura des scores tels que, en fait, il y aura des annonces dès le dimanche soir, mais dans les villes les plus compliquées, il faudra attendre le lundi matin. Après, au-delà le mardi matin, au-delà, ça va être compliqué. Donc, à gauche, on peut avoir des alliances techniques sans forcément accord politique, quoi. Oui, alors là, il y a une bataille sémantique dans ces derniers jours de campagne, où le PS, pour éviter d'être sous pression, en fait, après avoir dit qu'il ne ferait pas d'alliance avec LFI, qui est le nouveau repoussoir, en fait, ils ont essayé de dire, de pousser dans le débat public l'idée du désistement républicain en disant, pour que le soir du premier tour, dimanche, en fait, la pression soit sur les épaules de LFI en disant, regardez, à Marseille, si vous vous maintenez, c'est le RN qui gagne, donc désistez-vous. Et LFI répond que ça s'est jamais fait au municipal. Oui, c'est plutôt une expression qu'on utilise pour les législatives quand il y a deux candidats de gauche qui s'affrontent au second tour. Oui, voilà, mais c'est vrai que dans les municipales, on peut faire des fusions de listes, ce qui n'est pas le cas aux législatives. Ouais. Et ce qui est vrai, ce qui est un peu bizarre, c'est que le PS et LFI étaient alliés il y a encore 2 ans aux législatives anticipées, donc c'est très compliqué à défendre, mais c'est un jeu on se renvoie la patate chaude. Très bien. Virginie, je me tourne vers toi parce que du côté des candidats, ce qui frappe, c'est qu'on n'a pas forcément de poids lourd. Il y avait une époque, quand j'ai grandi, où on avait des barons locaux qui étaient à la fois forts nationalement et présents localement, avec des grandes mairies. Mais Sébastien Lecornu a quand même encouragé ses ministres à se lancer dans la bataille. Oui, il les invite à se frotter au suffrage universel. Lui, c'est un peu son mantra. C'est l'élu local qui a progressé, qui a monté tous les échelons. Donc, lui-même est candidat. Il donne l'exemple. Il est 3e
3e sur la liste de son ami François Ouzillot à Vernon. Et du coup, il a aussi des ministres tête de liste. Alors la question, c'est est-ce qu'ils pourront être ministres et élus à temps plein s'ils sont élus au soir du second tour. Ouais, est-ce qu'il y aura un cumul possible? Voilà. A priori, c'est pas totalement impossible. Michel Fournier, alors vous me direz, c'est pas les plus grandes villes, mais Michel Fournier, dans son fief, dans les Vosges, lui, c'est un fief de 283 âmes, donc il nous a dit oui, bien sûr, je cumulerai les deux. La question se pose davantage pour Marina Ferrari, elle est tête de liste à Aix-les-Bains, et là, Matignon nous disait il faudra voir en temps voulu, donc c'est pas très clair encore la doctrine. Et pour pas avoir... Et Jean-Didier Berger, qui vient d'entrer au ministère de l'Intérieur comme ministre délégué, lui, il est candidat tête de liste à Clamart et il a fait savoir justement que s'il était élu, il ne siégerait pas comme maire. Donc voilà, pour pas être pris dans ce dilemme-là, les grandes figures nationales type Gérald Darmanin ont décidé d'être plutôt sur la liste, mais pas tête de liste pour ne pas avoir à choisir. Et en cas de défaite d'un ministre, il pourra rester au gouvernement ? A priori, oui. Justement, comme il les encourage à se frotter, l'idée, c'est pas de les sanctionner s'ils ne sont pas élus maires. Ouais. Si ça se passe pas aussi bien que prévu pour eux électoralement. Toujours sur le casting, Pierre, on voit que certains députés sont tentés de délaisser l'Assemblée nationale, parce que c'est un peu compliqué en ce moment vu la division de peser sur les politiques menées. Il y a une envie finalement d'investir le champ local. Oui, très forte en tout cas, puisque les chiffres qu'on a relevés, nous et d'autres confrères d'autres titres et d'autres médias, c'est qu'il y a environ une centaine, j'ai plus le chiffre précis en tête, on l'a écrit, mais une centaine de députés qui sont tête de liste en fait au municipal. Ça dit beaucoup en fait de la situation, surtout du contexte politique national où il y a une certaine lassitude à l'Assemblée de ne pas pouvoir peser dans les choix, d'avoir des textes un peu mineurs dans le programme législatif, et c'est assez révélateur. Et ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est de voir surtout qui se présente en tête de liste. En fait, c'est pas les seconds couteaux ou l'armée c'est pas non plus seulement, même si c'est LFI, RN qui forment le gros du contingent de ces candidats au municipal, il y a aussi des piliers de l'Assemblée en fait qui décident de quitter l'Assemblée. Je peux citer par exemple un président de groupe, Paul Christophe, président du groupe Horizon, qui a dit qu'il voulait reprendre la ville de Zuidcote, sa ville, pour s'investir localement. Il vise peut-être aussi les départementales. Mais on peut, il y a vraiment d'autres piliers qui se présentent. On pense à Christine Pires-Bonne, qui est questeur, donc ça va ouvrir un poste à l'Assemblée, parce que certains la donnent gagnante à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Ça dit quand même beaucoup de choses, en fait, de l'état du Parlement, même. Alors, on parle déjà pas mal de la présidentielle, mais il faut quand même rappeler que entre les municipales et la présidentielle, il y a une autre élection dont on parle un peu moins, c'est les sénatoriales. Et les résultats des municipales vont beaucoup peser sur le renouvellement de la moitié de la Chambre haute. Alors, je ne sais pas si on a la date déjà, mais c'est à l'automne, quoi. C'est en septembre. Environ le 20 septembre. Et les élections municipales pèsent beaucoup. Évidemment, puisque 95% du corps électoral sera connu au soir du second tour, puisque ce sont les élus municipaux, les conseillers municipaux, les maires, et même, je dis au soir du second tour, mais je devrais dire même dès dimanche soir, puisque on a écrit ce matin, il y a une étude de Martial Foucault du CEVIPOF qui a été publiée hier, qui a calculé dans combien de villes on aura le nom du maire élu, et 93% des villes connaîtront l'équipe municipale dès dimanche soir, parce que d'abord, il y a beaucoup de petites communes où il n'y a qu'une seule liste, et puis il y en a beaucoup d'autres aussi où il n'y a que deux listes, et donc forcément, dimanche soir, il y en aura une des deux listes qui aura 50% plus 1 de voix, donc qui sera élu. Donc les sénateurs, dès dimanche soir, ils peuvent faire campagne. Petite question qui est tombée, tu as parlé d'une centaine de parlementaires qui sont aussi candidats, c'est bien ça ? Oui. Et question de Thomas Adam qui nous dit est-ce qu'il y aura d'éventuelles législatives partielles organisées avant l'été ? Et du coup, question subsidiaire, quel groupe parlementaire serait le plus impacté ? Est-ce qu'on a une idée ? On avait fait le calcul là, il me prend un peu au débeauté, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura sûrement des législatives partielles si le suppléant refuse de remplacer le député élu, ce qui peut arriver parce que bien souvent, en fait, les députés, quand ils prennent un suppléant pour se faire élire, ils prennent un maire de la circonscription qui pèse, et donc bien souvent, ce sont des maires
qui sont parfois aussi candidats au municipal. Ils vont eux-mêmes être peut-être élus ou réélus, ils n'auront pas envie d'abandonner tout pour aller à l'Assemblée, quoi. Exactement, surtout pour 6 mois de mandat qui ne sont pas les 6 mois les plus excitants de la législature, voire de la Ve République. Donc c'est clair qu'il y aura des législatives. Après, le ratio sur quel groupe sera le plus concerné, ça dépend évidemment des résultats, parce qu'il y a énormément de candidats, par exemple, de députés qui sont candidats. Je pense aussi aux députés européens, on avait fait le calcul aussi, il y a pas mal de députés européens, notamment du RN, qui se présentent. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est les suivants de liste qui vont les remplacer à Bruxelles. Donc là, c'est pas vraiment un sujet pour les élections, mais bon, je vais pas m'avancer parce que je dirais une bêtise, mais pour dire quel groupe serait le plus concerné ou qui a le plus de chances d'avoir des élus. Ce sera à surveiller en tout cas. Je voudrais qu'on parle quand même de la présidentielle, qu'on n'évite pas le sujet, parce que on l'a dit, le scrutin va être dans toutes les têtes et la compétition va vraiment démarrer, dit-on, dès dimanche soir, ou peut-être dimanche suivant. Pour autant, Virginie, ton conseil, c'est qu'il faut être un peu prudent et ne pas trop extrapoler. Oui, c'est ça, gare aux effets de loupe, on nous a dit ça. Et notamment, il y a un précédent hyper intéressant pour analyser la situation actuelle, c'est 2001. 2001, en fait, c'est l'année où il y a eu des municipales 1 an avant la présidentielle. Donc, c'est-à-dire, ça ne s'est plus représenté depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un bon comparatif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au municipal, la gauche semblait hyper victorieuse puisqu'elle avait gagné Paris et Lyon. Et donc, tout le monde a misé sur ça, la bonne santé de la gauche, alors qu'en réalité, elle avait perdu pas mal de villes. Et ce qui s'est passé, la suite, c'est Lionel Jospin qui s'est retrouvé éliminé dès le premier tour de la présidentielle, 1 an après, en 2002. Alors, peut-être c'est difficile de comparer jusqu'au bout, mais ça met quand même... c'est d'ailleurs un acteur politique qui nous en a parlé, un spécialiste des élections. Ça dit quand même quelque chose de attention aux lectures, attention aux percées qui n'en sont pas, et il faudra voir au-delà des grandes villes, quoi. Alors, malgré tout, on connaît nos hommes et nos femmes politiques. Ils vont forcément avoir... les résultats vont forcément peser, même s'ils ne devraient pas peser. Oui. Non, ils vont pas s'en empêcher. Eux, ils sont obligés de en fait, ce sont des rapports de force. Donc, eux vont extrapoler, évidemment, les dynamiques issues du scrutin. Et c'est notamment le cas... bon, alors, évidemment, on va reparler d'Édouard Philippe, mais au-delà d'Édouard Philippe, qui a nationalisé le scrutin, c'est notamment un point important pour les sociodémocrates. Et pourquoi ? Parce que, selon le rapport de force dont parlait Pierre, issu des municipales, et notamment PS-LFI, ça va avoir un impact sur la multiplication des candidatures social-démocrates. C'est notamment le cas de François Hollande. François Hollande, Raphaël Glucksmann. Exactement. François Hollande, ses proches le disent, s'il y a une très bonne dynamique PS, dans ce cas-là, oui, sa candidature, elle peut intervenir dès après les municipales. Glucksmann, même chose. Si, en revanche, on est sur un raz-de-marée LFI. Ouais, voilà. C'est sûr que ces 2 candidatures ont du plomb dans l'aile. Si on regarde côté RN, dimanche soir, on devrait avoir des responsables satisfaits, puisqu'il y aura des raisons de se réjouir, semble-t-il en tout cas, quoi qu'il arrive. Oui, alors la percée qui est prophétisée, là les gens relativisent, les observateurs sont plutôt en train de relativiser cette percée. Disons que sur les grandes villes... Il y a évidemment le score qui peut être historique de Franck Alizio, mais on ne sait pas s'il peut conquérir la mairie de Marseille. Il y a Toulon. Certains disent que finalement, Laure Lavalette n'est pas en si bonne position. Donc voilà, sinon pas ces 2 grandes villes. En revanche, on sait qu'il va y avoir une percée très importante sur les villes de 10 à 30 000. Justement, Pierre en a parlé. Il y a toute la stratégie du RN d'avoir en plus fait des accords avec une charte pour avoir des gens un peu partout. Il y a un travail d'implantation locale aussi avec un groupe de députés très important. Exactement. Qui est sur les marchés. Et donc, effectivement, là, il peut y avoir une percée silencieuse qui a des impacts ensuite pour les sénatoriales dont on a parlé. Donc, oui. Très intéressant. Alors, on n'oublie quand même pas le bloc central. Tu as déjà évoqué le cas d'Édouard Philippe, le plus emblématique, mais du côté des successeurs potentiels d'Emmanuel Macron, on va aussi faire tourner les calculettes. Oui, alors Édouard Philippe d'ailleurs, c'est pas que lui, c'est aussi Horizon, c'est aussi le parti, parce que c'est sa stratégie personnelle, mais c'est aussi celle de son parti. Il a décidé de mettre des gens un peu partout, avec des stratégies qui semblent plus ou moins victorieuses. Par exemple, on pense à Strasbourg, il a mis un candidat Horizon, là, et tout le monde s'est rallié, le camp présidentiel s'est rallié autour de Pierre Jakubowicz,
il est en très mauvaise passe. Là, il est donné autour de 5%. Donc, sa stratégie d'implanter un peu partout ce qu'avait fait Renaissance en 2020, là, c'est Horizon, c'est pas sûr que ça soit gagnant et ça peut aussi affaiblir le parti d'Édouard Philippe. Gabriel Attal a fait la stratégie inverse. Lui, c'est on enjambe les municipales, on met pas de candidats autonomes dans les grands points. Bon, évidemment, l'emblème étant Paris, puisqu'ils sont allés à Pierre-Yves Bournazel. Mais lui aussi, au soir du premier tour notamment, il va avoir des comptes à rendre parce que il va se trouver dans des situations très complexes, comme à Paris. Qu'est-ce qu'on fait ? On soutenait Pierre-Yves Bournazel. Est-ce que on donne le point à Rachida Dati pour battre la gauche. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait à Marseille aussi ? Surtout qu'il a dit qu'il a développé la stratégie du Nini, donc le repoussoir LFI dont parlait Pierre, et le non au RN. Donc lui aussi, il est dans une situation très complexe et sa stratégie est assez risquée pour lui, pour la suite, en tant que chef de parti. Très intéressant. Alors, je regarde un peu les questions. Alors, il y en a une, vous avez le droit de mettre un joker si vous n'êtes pas au courant, mais je me dois, en tant que qu'hôte de ces contextes live, de la relayer. Je serai preneuse, c'est Gacko qui nous dit, je serai preneuse de votre analyse sur les rififis de campagne comme à Saint-Ouen-sur-Seine. Est-ce que ça va jouer sur le résultat des élections ? Saint-Ouen-sur-Seine. Saint-Ouen-sur-Seine. Est-ce que vous avez... Alors pourquoi Saint-Ouen-sur-Seine T'as le droit de sortir ton joker, hein, et on passe à la question suivante. Est-ce que ça va jouer sur... Excuse-moi, la question, j'ai pas été attentif. Sur quels aspects ? Sur la politique nationale ? Saint-Ouen-sur-Seine ? Saint-Ouen-sur-Seine, c'est peu probable, mais est-ce que ça va... est-ce que tu as une idée sur comment ça se passe à Saint-Ouen ou pas du tout ? Au-delà de Saint-Ouen, ce qui sera intéressant, c'est de regarder le département de la Seine-Saint-Denis, où en fait les communistes ont passé une alliance avec les Insoumis, à l'exception de Saint-Ouen-sur-Seine. Donc je dirais que peut-être pas à Saint-Ouen-sur-Seine, même si la circonscription est tenue par Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances insoumis à l'Assemblée. On n'a pas de retour selon lesquels la candidate insoumise, qui n'est pas Éric Coquerel d'ailleurs, c'est sa collaboratrice parlementaire, puisse être en position de contester le maire de Saint-Ouen. En revanche, les conséquences que vont avoir cette compétition à gauche en Seine-Saint-Denis entre le Parti socialiste qui a des villes en fait, notamment à Saint-Denis, notamment à la Courneuve, non la Courneuve pardon c'était communiste, mais je veux dire, il y a une compétition à gauche ouverte entre d'un côté LFI et le PCF et de l'autre le PS, qui n'est pas le schéma d'alliance qu'on retrouve partout ailleurs en France. Dans un département où la droite joue un peu donc la ça figuration. sera intéressant dans ces territoires très à gauche et qui resteront à gauche, quoi. Voilà, et vous constatez que c'est très difficile de coller Pierre Ducagne. Il a toujours quelque chose à dire, même sur les villes sur lesquelles vous n'avez pas forcément suivi. En tout cas, moi, j'avais pas suivi la campagne à Saint-Ouen. On va attaquer la deuxième partie de ce contexte live et je vais vous poser encore une question compliquée. La question des thématiques qui ont émergé dans la campagne. Pourquoi une question compliquée ? Parce qu'on parle de scrutins de nature très différente selon la taille de la commune concernée. Et puis, il y a plusieurs façons de mesurer ce qui motive les électeurs quand ils vont poser leur bulletin dans les urnes. Il y a ce que disent les sondages, évidemment. Il y a aussi les études des spécialistes, des experts en sciences politiques. Il y a ce qui figure dans les programmes. Et puis, il y a les remontées du terrain. Et on peut peut-être commencer par ça, Virginie, pour te demander si la sauce a pris et si la campagne a passionné un peu les Français. Alors, non. La réponse semble non. Non. Hier, je déjeunais avec un ministre très proche des réalités locales qui disait qu'il n'avait jamais vu un tel désintérêt de mémoire d'hommes politiques. Un autre ministre m'a dit ça en début de semaine. J'ai appelé plusieurs candidats de gens qui étaient soit des élus nationaux députés ou qui étaient en circonscription et qui étaient sur des listes. Ils m'ont dit ça prend absolument pas. Donc non, il y a surtout un fort rejet de la politique. Ça, beaucoup d'observateurs le disent, et une réelle indifférence, un ras-le-bol aussi issu des débats en fait au Parlement sur le budget. Ça peut jouer sur l'abstention, j'imagine. Voilà. Alors, en fait, c'est ça la grande inconnue, c'est la participation, parce que là, hier, Opinionway l'estime à 63%, donc c'est à peu près l'étiage de 2014. On est sur la même estimation. Elle pourrait être beaucoup plus faible. Et évidemment, on ne compare pas à 2020, puisqu'avec le Covid, c'était catastrophique. Vous vous souvenez, 44%, notamment tous les seniors s'étaient pas déplacés pour aller voter. Là, on ne sait pas à quoi va ressembler la participation, qui, effectivement, s'il y a un affaiblissement de la participation, ça touche quelle population ?
Et donc, ça favorise quel camp ? Et ça, moi, je sais que depuis le début de la semaine, tous les acteurs politiques me parlent de ça. Persuadés qu'elle pourrait favoriser les modérés. On se souvient de scrutins où la participation avait été mal anticipée par les sondeurs et du coup les résultats étaient assez... et les sondeurs, hier, Bruno Cotresse me disait, on a effectivement du mal à l'évaluer, cette participation. Pierre, on a quand même l'impression que le thème de la sécurité a largement occupé les débats et que ça a pu amener les responsables de gauche à adopter aussi des solutions de droite. Je pense à l'armement des polices municipales, par exemple. Oui, on a vu des prises de position, notamment à Bordeaux, où le maire écologiste a dit qu'il était favorable, je crois, à leur armement. Il y a eu des bougées à gauche là-dessus pour qu'ils anticipaient que ce soit un enjeu très fort de la campagne, notamment avec la montée en puissance des narcotrafics et notamment dans les villes moyennes. Et, par exemple, le débat à Brest, ça a été aussi de créer une police municipale, parce que c'était une des seules villes qui n'avait pas de police municipale encore, et pourtant il y avait une alliance entre PS et les écologistes qui sont historiquement assez hostiles. La difficulté, c'est que c'est pas vraiment une compétence locale, à part la question de la police municipale. Bon, l'insécurité, la délinquance, c'est plutôt le travail du ministère de l'Intérieur et de la police nationale. Oui, c'est le paradoxe de ces élections municipales. Nos collègues de santé ont ici écrit un article là-dessus. C'est que on va en parler, outre la sécurité, la question de l'accès aux soins occupe beaucoup de place, alors que ce sont des compétences d'abord nationales, voire départementales, mais pas tellement municipales. Voilà, mais ça rejoint un peu. Et Virginie, d'ailleurs, on peut y revenir. On a noté ça à Contexte, puisque Contexte a une rubrique santé, et les questions de santé ont aussi émergé dans la vie politique locale. On a un article là-dessus qu'on est en train de vous montrer. Marie Foult, effectivement. C'est très vrai, c'est ce que dit Pierre, c'est le paradoxe, c'est pas une compétence municipale, mais c'est une demande très forte depuis le Covid de tous les électeurs à leurs élus. Et d'ailleurs, les maires s'en sont saisis. C'est ce que raconte Marie. En fait, que ça soit sur le fait d'attirer des professionnels ou de créer les équipements immobiliers, ça peut être de mettre à disposition des maisons médicales. Il y a les maisons médicales, effectivement, les maisons de santé. Il y a salariés des médecins aussi, et ça c'est payé directement par la commune. Il y a le fait de mettre à disposition des pharmacies à loyer gratuit quasiment. Donc on voit bien qu'eux-mêmes s'en saisissent, même si ils peuvent faire à leur niveau des choses. Et en plus, c'est intéressant, l'État leur confie aussi un certain nombre de concertations, puisqu'ils sont au contact direct de la population, donc ils ont une connaissance fine des enjeux de santé. Donc pour toutes ces raisons, c'est devenu en fait un enjeu, et c'est une thématique forte de la campagne, oui. Pierre, lors des municipales de 2020, on avait vu les écologistes obtenir plusieurs succès emblématiques. Je pense à Lyon, je pense à Bordeaux. Mais depuis, au niveau national et au niveau européen, on est rentré plutôt dans une période de backlash, un recul des questions de climat et d'environnement. Au niveau local, j'ai l'impression que c'est pas si clair, et on peut même dire que l'écologie politique résiste localement. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que tous les acteurs en fait, qui traitent du sujet anticipent en fait, le fait qu'il y a quand même ce discours national qui porte un backlash au niveau national et européen, en fait, où il y a des politiques qui veulent revenir sur des politiques mises en place comme le pacte vert, les zones à faible émission. Donc il y a des messages nationaux qui viennent attaquer en fait, des mesures, le dispositif zéro artificialisation nette, puisqu'il y a des textes en fait, qui veulent revenir sur ce dispositif. Donc on voit bien qu'il y a quand même des messages et même des textes de loi qui viennent contrevenir à ce qui avait été mis en place il y a au début du premier quinquennat Macron. Voilà, mais ceci étant dit, ce qu'on a écrit dans 2 articles, à la fois nous chez Contexte Pouvoir et chez nos collègues de Contexte Environnement qui ont refait un article qui a été publié fin de semaine dernière, c'est que je vous invite à lire, puisqu'il du coup il met à jour un peu cette question, il va un peu plus loin, parce que cet article du point de vue des ONG, de Maïwenn Lamy et de Victor Rougueken regarde comment les ONG se sont impliquées dans la campagne, des ONG environnementales, je précise, se sont engagées dans la campagne municipale, et c'est assez intéressant, parce que ce qu'elles disent en fait, c'est
c'est qu'elles disent à peu près ce que moi j'ai constaté dans mon premier article, c'est qu'il n'y a pas vraiment que les élus se sont saisis de ces questions. En fait, ces questions, elles sont quand même très présentes. Voilà, à Toulouse, même si c'est Jean-Luc Moudenc qui est élu maire, il sait très bien et ses équipes ont déjà intégré que la question de réchauffement de cette ville qui va être une des plus chaudes de France, elle s'impose à la ville, à ses services, à lui. Et donc ça, ils ne peuvent pas faire sans cette réalité-là. Donc je ne dirais pas que la question écologique a disparu ou est attaquée ou que tout le monde est dans les résistances écologiques. En revanche, il y a une manière d'aborder le sujet au niveau local et ça c'est ce qu'apporte le deuxième article de nos collègues d'environnement. Ils racontent comment les ONG ont adapté pour changer dans ce contexte d'attaque au niveau national, de discours qui viennent attaquer les politiques environnementales, comment ils trouvent d'autres biais pour poser la question au niveau local en faisant des solutions plus adaptées aux petites villes, alors que souvent auparavant ils avaient misé sur des grandes villes qui pouvaient faire des grandes politiques exemplaires qu'il fallait reproduire un peu partout. On pense aux ZFE dont on parlait, hein, les ZFE ou les pistes cyclables, et là en fait voilà, ils ont fait l'effort, en tout cas les ONG comme le WWF, comme Greenpeace, d'essayer de proposer des solutions adaptées aux petites villes en disant qu'est-ce que vous pouvez faire vous dans une commune de 20 000 habitants en listant des propositions. Donc voilà, après, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout dans la campagne, comme disait Virginie, qui est un peu atone, c'est pas ça qui anime le débat public aujourd'hui, alors que, bon, on pourrait croire, alors qu'avec la guerre en Iran, on pourrait penser que la question de la souveraineté énergétique, de l'indépendance, de l'électrification, vis-à-vis des énergies carbonées pourrait reposer la question. Finalement, ça n'a pas tellement eu lieu dans la dernière semaine, alors que la guerre en Iran a un peu écrasé un peu les débats politiques. Et on voit que, malgré tout, ces thématiques remontent malgré tout un minimum au niveau local. C'est une donnée de fond aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique. Vous soyez moyenne montagne, érosion du trait de côte ou en Occitanie avec des problèmes d'eau et avec en plus des catastrophes naturelles, effectivement, je pense que c'est une donnée qui est là et qui favorise aujourd'hui une approche plus pragmatique vu le backlash effectivement national. Mais un élu, moi, dans le papier que j'ai fait avant les vacances ou en janvier, je sais plus, me racontait que quand même ils sont quand même confrontés sur le terrain avec des citoyens qui, eux, sont quand même travaillés par ces discours et qui leur disent... j'avais rencontré notamment, c'était assez intéressant, un élu de l'Hérault qui était écologiste, qui avait été élu sur une bataille écologique dans sa commune, un peu divers gauche, pas très marqué écolo, mais qui avait gagné quand même sur ces enjeux-là, et qui me disait que dès qu'il citait le terme écologie, maintenant on lui disait quelqu'un sortait punitive. Donc les discours qui sont martelés au niveau national, en fait, elles pèsent aussi. Donc il disait, moi je fais des politiques écologiques, mais je le dis plus sans le dire, voilà. Très intéressant. Alors côté question, on a pareil, vous avez droit à un joker, enfin même à plusieurs jokers. Avez-vous des indications sur les dynamiques à Saint-Étienne après l'affaire Perdriau? On avait regardé, puisque dans notre tableau de bord des municipales, je fais un peu de réclame. On avait regardé précisément les rapports de force dans les 42 plus grandes villes de France, dont Saint-Étienne. Et clairement, il y avait eu les rapports de force étaient quand même... les socialistes en font une des principale cible en fait de dimanche prochain, comme une victoire où ils peuvent l'emporter. Ça peut être une ville de conquête en misant quand même sur l'usure de toutes ces années qui ont quand même épuisé la ville. Enfin, moi, j'ai pas sur le rififi, pour citer notre auditrice, notre participante au live. C'est un peu plus que du rififi. C'est plus que du rififi, c'est une affaire judiciaire. Oui, c'est une affaire judiciaire. Je crois que ça a marqué tout le monde. Les esprits, ouais. Tout le monde là-bas. Pardon, sur les enjeux, peut-être juste à Saint-Étienne, il y a quand même une division des droites, parce qu'il y a quand même, même si Dino Cinieri, qui est ancien député LR de la Loire, a réussi à faire une grande alliance qui va des macronistes de Renaissance avec le MoDem, avec LR, etc. Il y a quand même un des anciens colistiers de Perdriau qui se sont quand même présentés, même deux. Il y a un candidat qui est Horizon. Alors, il n'a pas l'investiture officielle du parti Horizon, mais il y a quand même un candidat qui est membre d'Horizon qui se présente. Donc, en fait, ça crée quand même une division de la droite, comme si la droite avait déjà un peu
ça a laissé des traces quand même, cette affaire-là. Et, en tout cas, elle a renoncé à s'unir pour éviter la conquête de la gauche. Les appareils se sont unis, ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils fassent front à côté centre et centre droit et droite. Mais bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de rancœur, des anciens adjoints de Gaël Perdriau. Et bon, ça peut être aussi une chance pour la gauche. Ça sera aussi intéressant, je finis juste sur Saint-Étienne, sur l'alliance des gauches, puisque le candidat socialiste, qui est l'ancien député Régis Juanico, est un ancien frondeur qui, sur le papier, était quand même en très bonne place pour faire l'union avec les Insoumis, puisqu'il partage un certain nombre de vues idéologiques, que les députés socialistes de Saint-Étienne ont voté la censure contre le groupe socialiste à plusieurs reprises. Voilà. Et donc, est-ce que les rapports compliqués entre le PS et les Insoumis va perturber le jeu? Ça va être intéressant de regarder à cette Voilà, et vous aurez constaté comme moi qu'il n'a même pas eu besoin de consulter ses notes pour nous faire cet exposé sur Saint-Étienne. On va attaquer la troisième partie de ce live pour parler un peu de l'après-scrutin. Comment vont se mettre en place les équipes municipales. Et je me retourne vers toi de nouveau, Pierre, pour rappeler quelque chose qui a déjà été évoqué, mais qui marque aussi ce scrutin, c'est la popularité des maires. Et le fait que les études ne semblent pas montrer, je suis prudent, une envie de dégagisme, comme ça peut être le cas lors des scrutins nationaux. Tu l'as déjà un peu dit, ou Virginie l'a un peu dit, il y aura beaucoup de stabilité, quoi qu'il arrive, dans une grande partie des communes, mais aussi des villes. Alors, mécaniquement, quand il y a qu'une seule liste, ou une liste ou deux listes, mais avec un grand favori. Mais ça peut être aussi le cas dans les grandes villes. Plutôt stabilité. Oui, c'est un scrutin de toute façon où il est très difficile de déloger un sortant. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant. Les chiffres, c'est plutôt aux dernières élections, c'est plutôt les TIH, c'est plutôt 60% des sortants qui sont réélus en fait. Donc qu'un sortant soit battu, qui plus est après un seul mandat, c'est très très rare. C'est qu'il s'est passé vraiment que ça s'est mal passé. Enfin, donc d'ailleurs. Je reviens sur la question d'avant sur les écologistes. S'ils perdent Lyon, par exemple, on devra se poser la question de pourquoi, s'ils perdent Lyon après un seul mandat, comment ils se sont débrouillés d'une certaine manière, parce que c'est quand même... alors, j'ai pas les statistiques en tête, mais c'est très 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 rare. Enfin, que j'ai retrouvé. Mais... On va parler des intercommunalités. Faut rappeler qu'après le second tour, donc le 22 mars, il y a le troisième tour, l'élection du maire, et puis ce qu'on pourrait appeler le quatrième tour, l'élection des responsables de la métropole ou de la communauté d'agglomération, et puis les communautés de communes pour les territoires ruraux. À ce niveau, il y a eu beaucoup de chamboulements, je crois, et de transferts de compétences par le passé. En revanche, le mandat qui vient de s'achever, c'était plutôt on digère tous ces changements et au niveau de l'intercommunalité, on s'organise. Alors, je vais, peut-être si tu me le permets, je vais juste repréciser un petit peu. Vas-y. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le dernier mandat était le premier mandat un peu stable pour les intercommunalités. C'est-à-dire que le mandat 2014-2020, beaucoup d'intercommunalités ont dû réorganiser leurs services, puisque la loi NOTRe, qui était adoptée sous François Hollande, avait réduit le nombre d'intercommunalités, donc elles avaient dû grossir, donc il y avait un certain nombre de fusions de communautés de communes, de fusions de communautés d'agglomération, de fusions de communautés de métropole avec d'autres communautés, d'autres comcom, comme on dit dans le jargon. Et donc elles avaient passé beaucoup de temps en fait à installer en fait ces nouveaux, à réorganiser les services, etc. Justement là, le dernier mandat qui s'est écoulé était le seul à peu près stable sur les compétences et et donc elles ont pu mettre en place des services publics, être beaucoup plus ancrées dans le territoire, mener des politiques publiques locales plus facilement. Il y a la question des PLU intercommunaux aussi, je crois. Oui, par exemple, il y a eu des lois qui ont donné des compétences, mais ça c'était encore avant, d'accord. L'avant-dernier mandat. Donc du coup, elles ont pu mettre en place ces PLU intercommunaux, la taxe GEMAPI dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, par exemple, qui est une taxe parce qu'on leur a confié la gestion de l'eau aussi. Enfin, donc voilà, donc il y a eu
Donc on pourrait croire que du coup l'intercommunalité est sortie plus forte. Oui. C'est ce que me disent d'ailleurs des responsables d'intercommunalité, qu'ils voient que cette institution qui est assez neuve en fait commence à prendre, à germer comme une institution connue et reconnue par les habitants qui vont dans les médiathèques gérées par l'intercommunalité, etc. Ceci étant dit, c'est quand même une instance où la cogestion règne, enfin on a rappelé un papier là-dessus, et où la politisation, même si elle grandit petit à petit, elle reste limitée, puisque au-delà des rapports de force strictement partisans au niveau de l'intercommunalité, c'est... si je devais résumer à gros traits, c'est une commune à une voix, même si c'est pas totalement ça, parce qu'il y a plusieurs élus. Mais donc, les communes comptent, en fait. Et c'est plutôt aussi l'équilibre territorial qui doit être trouvé, y compris avec des villes qui sont avec des sensibilités politiques différentes. Donc, il faut trouver un compromis territorial. Et donc, les rapports politiques ne se mènent pas de la même manière que dans une commune. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est un peu le grand absent, en fait, du débat, alors même. C'est un peu une boîte noire démocratique, quand même, en France. C'est là, comme me disait quelqu'un assez vulgairement hier, c'est là qu'il y a la thune. C'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a les politiques publiques, c'est là où il y a le plus grand pouvoir, en fait, pour un maire qui n'a qu'une mairie, ne peut pas faire grand-chose si il n'a pas les mains sur les politiques métropolitaines ou de la communauté d'agglomération. Et c'est un peu... Ce qui est assez révélateur, c'est que autant on a pu parler de l'élection au suffrage universel direct, en fait, de ces instances il y a quelques années, c'était dans le débat. Alors c'est le cas à Lyon, c'est le seul cas, je crois, où on élit. Il y a trois bulletins de vote à Lyon, dont un pour la métropole. Oui, c'est l'exception, mais partout ailleurs, en fait. Mais ce débat n'existe plus, par exemple. Oui, il a disparu. Il y a eu un débat sur la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille, mais on n'a plus parlé de comment politiser un peu plus les intercommunalités. Plus personne ne porte ce débat. Il y avait des propositions de loi portées par des socialistes il y a encore 3 ans. Ça a complètement disparu du débat public. C'est ce qui est assez révélateur. C'est quand même un enjeu démocratique fort. Alors que ça se joue ce week-end, en fait, la gouvernance des intercommunalités. Toujours sur la gouvernance et parmi les articles que Contexte a publiés pendant la campagne, je voudrais qu'on parle de celui qui est consacré à un triangle infernal. Le titre était assez trouvé. En tout cas, moi j'ai cliqué, bravo pour le titre. Triangle infernal de la gouvernance des villes. Et cet article, j'ai trouvé qu'il montrait bien les difficultés une fois qu'on est élu maire et que la campagne est passée, qu'on a eu les suffrages des électeurs, la mise en place de la machine municipale, le fonctionnement de la machine municipale peut être complexe. Oui, ce que montre ce papier, c'est que je renvoie les auditeurs vers cet article qui est assez clair. En fait, c'est que c'est un peu à géométrie variable. Ça dépend des communes, que le DGS, le directeur de cabinet et le DGA ont un rôle parfois différent selon les communes, ont plus ou moins d'importance politique. C'est des modèles qui, quand on veut, comme nos lecteurs, s'intéresser à la conduite des politiques publiques, je pense que c'est un Contexte a ouvert le capot et regarder concrètement comment ça se passe. C'est assez intéressant, je trouve, de mieux comprendre l'articulation de ceux qui font la politique municipale. Virginie, on voit que les maires et présidents de métropole ont de grandes possibilités d'action. Du coup, si on se met à la place des lobbies, et on a aussi un article sur le sujet, on fait beaucoup d'autopromo pendant ce live, pour les lobbies, ça veut dire qu'ils ont parfois intérêt à quitter Paris, à franchir le périphérique pour aller défendre leurs intérêts localement. Oui, c'est Garance Tournillon chez nous, au pouvoir, qui a bien décrit ce mouvement. Son article, c'est le lobbying local a le vent en poupe. Ça partait notamment d'un sondage, d'une étude menée par l'AFCL, l'Association française des conseils en lobbying, qui a interrogé ses adhérents, et 80% des adhérents disaient intervenir en 2024 sur des dossiers territoriaux, beaucoup plus que sur des dossiers européens ou internationaux. Donc effectivement, vous avez, il y a ce mouvement, il y a des acteurs très bien implantés localement, et puis il y a ces gros cabinets parisiens, ces grosses agences comme Havas qui ont développé un pôle territoire dès 2021. Et ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de l'instabilité gouvernementale ou du fait qu'il y a un tel chaos au Parlement que effectivement les lobbyistes se cassent les dents sur un lobbying très national, c'est aussi parce que effectivement il y a toute une série de mutations, de compétences. C'est lié à la décentralisation, c'est lié au quinquennat François Hollande et Emmanuel Macron. Et effectivement, les compétences étant renforcées, c'est là qu'il faut aller faire du lobbying. Et il y a aussi, en fait, il y a plein de facteurs. Il y a aussi le fait que vous avez des présidents de région qui sont hyper charismatiques, politiques, qui sont des figures nationales. Valérie Pécresse, Carole Delga.
Carole Delga. Et donc, ça veut dire que ce sont aussi des pôles de stabilité, ce sont des pôles de relais d'opinion aussi, si vous devez faire des campagnes d'influence. Il y a aussi un autre facteur qu'elle décrivait bien, c'est avec justement l'arrivée en 2020 des écologistes à la tête de plusieurs métropoles, on parlait de Lyon, il y a eu effectivement aussi un changement de priorité dans les métropoles avec mise en place de politiques publiques différentes et là aussi un terrain de jeu énorme pour les cabinets de lobbying locaux. Alors, sur les dernières questions, Paul Aquin nous demandait doit-on s'attendre à un vote sanction de l'exécutif ? Et si oui, serait-ce seulement dans les grandes villes ? Alors ça, c'est intéressant, cette question. Alors, ouais. J'ai posé la question justement à un sondeur la semaine dernière qui disait c'est la première fois où on ne va pas pouvoir analyser un vote sanction. Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas trop dans les esprits. Parce que il y a sanctionner qui ? Voilà, le parti présidentiel, enfin le parti issu de la non-majorité majoritaire, Renaissance, a fait le choix d'enjamber en fait, les municipales. Tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Oui, mais donc du coup, c'est aussi pour éviter le vote sanction. Et le seul qui a fait le choix de nationaliser ce scrutin, c'est Édouard Philippe. Donc s'il y en a un qui peut... Oui, finalement il s'expose aussi. Celui qui s'expose au vote sanction, en fait, il n'y a que Édouard Philippe quasiment. Quoi. Et puis tu l'as dit aussi, Yann, c'est qui le vote sanction ? Enfin, il n'y a pas vraiment de majorité qui dirige le pays. Ils ont passé le budget avec les socialistes. Est-ce que les socialistes, on va les sanctionner aussi ? Enfin, oui, la sanction peut s'étendre. Ouais. Dans les scrutins précédents, il y avait un exécutif avec une couleur politique claire, qui avait des candidats clairs. Donc effectivement, il y a pu y avoir dans les scrutins précédents municipaux une part prime, de... voilà. Parce que c'est quand même... Tu me parlais tout à l'heure de pourquoi les sortants en fait sont difficilement sortables. Voilà. En fait, c'est parce que c'est quand même une élection locale avec une incarnation, un maire qui connaît ses habitants, donc c'est tout ça. Donc il y avait, mais il y avait une prime quand même. On avait vu que en 2014, sous le mandat de François Hollande, il y avait eu quand même une vague bleue qui profite en fait, mais c'est à la marge en fait. Et là aujourd'hui, on peut pas savoir qui est au pouvoir, c'est compliqué. Donc et puis souvent ils partent. Je renvoie à un autre papier qu'on avait fait sur les alliances en fait entre les partis, une analyse des alliances dans les plus grandes villes, et on voit bien que c'est pas très clair côté, comme tu l'as dit, côté socle commun. Il y a des endroits où ils sont ensemble, il y a des endroits où Renaissance est avec Horizon contre LR, enfin avec des listes autonomes à Paris, alors qu'il y a une liste soutenue par LR, Rachida Dati. Ailleurs ils sont ensemble, comme à Saint-Étienne, mais parfois il y a des candidats Horizon tout seuls qui partent seuls. D'ailleurs, on va préciser que vous avez les alliances pour les candidats les plus, on va dire les candidats clés dans cette grande infographie dont on vous parle depuis tout à l'heure, avec les 40 plus grandes villes de France. On a, c'est beaucoup toi qui as fait ça, Pierre, indiqué quels sont les partis qui soutiennent chacun des candidats clés. Mais pour résumer mon propos de tout à l'heure, c'est en fait, comme il n'y a pas de lecture lisible de qui est candidat au municipal, ça va être difficile d'avoir un vote sanction. Très clair. Alors, avant de se quitter, pour un steak frites ou une salade de quinoa bien méritée, on va zoomer sur certaines villes, sur 3 villes, comme je vous l'ai promis en introduction. La dernière fois, je vous avais laissé choisir votre ville lors du précédent Contexte Live, mais là, je vous donne pas le choix. Je voudrais qu'on parle de Paris, Lyon et Marseille, parce que c'est évidemment là que le scrutin aura le plus d'impact. Alors, pas forcément sur les scrutins à venir, mais en tout cas sur les commentaires, c'est ça qui va beaucoup être commenté à partir de dimanche soir. Virginie, on commence par toi et la situation à Paris, et là il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, effectivement, la question c'est qui va réussir à se qualifier au soir du premier tour, au-delà des 2 favoris que sont Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Est-ce que Pierre-Yves Bournazel, qui est un peu sur le toboggan de la chute, oui, dans les sondages il est un peu à la peine, va réussir quand même à se maintenir à 10% et être qualifiée? Est-ce que Sophia Chikirou est maintenue et se qualifie? Est-ce que Sarah Knafo, qui est dans une dynamique très très haussière, fait 14%? Et donc, est-ce qu'on a une quadrangulaire, voire une pentagulaire? Une quinquagulaire, une pentagulaire... moi, je dis pentagulaire, c'est ça qui va... C'est plus simple à prononcer. Mais surtout, dès le soir du premier tour, certains me disaient... vous pouvez être sûr qu'à 20h, alors 20h01 non, mais
21h31, Rachida Dati tend la main à Pierre-Yves Bournazel s'il est qualifié. Alors c'est marrant parce je t'interromps, mais il y a une question qui dit quid de la position de Rachida Dati en cas de qualification de Sarah Knafo? Est-ce que la main, sera attendue à Sarah Knafo ou est-ce qu'elle sera attendue à Bournazel? De tout ce que nous disent les acteurs politiques proches des deux camps, la main sera tendue à Pierre-Yves Bournazel. La question c'est, va-t-il la prendre? Lui, on sait qu'il a adouci son discours, mais c'est vrai qu'il a eu un discours anti-Dati très fort dans son livre. Il a eu un rapport historique et personnel, il a travaillé pour elle. Donc bref, il y a beaucoup de choses sans doute qui nous échappent. Mais très compliqué pour lui de prendre la main, sauf qu'il y a Édouard Philippe qui va faire pression. Il l'a déjà démontré. Il ne peut pas se permettre de faire élire la gauche et de ne pas tendre la main à Rachida Dati. Concernant Sarah Knafo, là, tous les gens le disent, Rachida Dati se condamnerait dès le moment où elle tendrait la main à Sarah Knafo, puisque tous les électeurs centre-droit lui retireraient son vote si elle faisait une union avec elle. Trop risqué, elle est trop marquée extrême droite. Même sujet pour Emmanuel Grégoire d'ailleurs. Emmanuel Grégoire qui fait alliance avec les écologistes et les anciens insoumis de l'après comme Daniel Simonet. Lui a toujours dit qu'il ferait pas alliance et qu'il se condamnerait également il perdrait tout le vote centre-gauche s'il faisait alliance avec les insoumis à Paris. Ils sont dans la même position en fait. Pierre, si on descend maintenant à Lyon, on descend un peu au sud, il y a un candidat qui se détache nettement dans les sondages, c'est Jean-Michel Aulas, l'ancien président du club de foot, l'Olympique lyonnais. Pourtant, il y a eu pas mal de faux pas pendant la campagne de la part du favori. Oui, on l'a vu en très nette difficulté dans un débat télévisé, organisé, même dans ses prises de position. Il fait un peu le buzz en sa défaveur, il est pris en défaut quand on lui pose des questions sur le programme. Donc clairement, il fait pas une bonne campagne, au sens, même si son aura, ce qu'il renvoie de la ville de Lyon, ce qu'il a été, à la fois sa proximité avec l'époque colon, plus en même temps il a été président du club de foot victorieux, enfin il y a tout cet imaginaire qui est derrière et qui fait qu'il est quand même très 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 largement devant, donc on voit pas trop comment et d'ailleurs même quand on discutait avec des écologistes il y a un mois et demi, ils étaient déjà très en défensif, en position défensive, et comme s'ils anticipaient déjà. Voilà, je reviens d'ailleurs sur les. Et pourquoi un tel rejet de Doucet? C'est vraiment l'histoire d'avoir fait trop de travaux tout en même temps. C'est ça qui revient souvent, mais. Ça, j'ai pas enquêté moi sur pourquoi, les raisons, mais je pense que ça serait intéressant après la campagne je pense que ça va parler après la campagne. Là, tout le monde fait bloc, j'imagine. Mais d'ailleurs, les gens sur place sont très laudatifs envers le président de la métropole, Bruno Bernard, qui est écolo aussi, beaucoup plus que Doucet. Donc il y a sans doute aussi une méthode. Doucet a sans doute quelque chose d'un peu plus moins rond, là où Bernard a su mettre en place une écologie plus justement pragmatique dont on parlait, qui sait parler aussi aux entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Grégory Doucet. Bon, c'est un chef d'entreprise, le président de la métropole, donc peut-être qu'il était plus à même, lui, de s'adresser au réseau économique très puissant à Lyon, en fait. La fameuse bourgeoisie lyonnaise qui revient donc, mais on l'a pas trop entendu, et peut-être aussi que Grégory Doucet n'a pas su prendre sa place dans la campagne, etc. Mais j'ai pas fait de reportage, donc je serais assez prudent en fait, même si j'ai des. Mais c'est surtout comme tu disais, c'est après la défaite souvent s'il y a défaite, encore une fois, il faut être prudent. Attention au sondage. Même si, voilà, attention au sondage, et il y a un tassement aussi, donc faut se méfier des sondages au municipal qui sont plus compliqués à réaliser que les sondages au niveau national, parce que les instituts doivent recalculer toutes leurs bases pour avoir un panel équilibré par rapport à la ville. C'est plus difficile que les sondages nationaux, donc les enquêtes d'opinion, il faut s'en méfier aussi quand même. Virginie, on va encore descendre un peu plus au sud à Marseille, ville que le Rassemblement national peut remporter, si on en croit les sondages. Il y a un vrai risque de bascule. Alors là, le dernier sondage, celui de mercredi, commandé par Opinionway pour JDD, CNews, Europe 1. Benoît Payan reprend des couleurs un peu, mais enfin l'écart n'est pas énorme. Mais il est élu dans les deux cas, dans les plusieurs scénarios. Il arrive en tête avec 40% d'intention de vote contre 36% pour Franck Alizio. Et dans une triangulaire face à Martine Vassal et Franck Alizio, là il est élu avec 50% des intentions de vote. Donc
C'est vraiment une vraie incertitude, mais une percée de Franck Alizio, même sans conquérir la ville, serait déjà un tremblement de terre local. Et par rapport à l'histoire de la ville de Marseille, c'est vrai que ça serait un enseignement assez fort. Qu'est-ce qui explique cette bonne dynamique de Alizio, justement, j'en ai beaucoup parlé. Alors, certains disent il y a une médiocrité de la classe politique locale. Et c'est vrai qu'on a un problème de génération et de renouvellement. Il y a aussi le fait que la ville a connu toutes les questions de sécurité, narcotrafic, oui. Voilà, et donc ça favorise forcément un vote de l'extrême droite. Mais c'est vrai que Franck Alizio n'était pas non plus un personnage hyper charismatique, oui. Très fort. Voilà, donc c'est sans doute le contexte sécuritaire qui joue beaucoup en réalité. Après, la question c'est qu'est-ce que fait Martine Vassal si elle est qualifiée au second tour ? Et là, tout le monde me dit, elle ne peut pas se retirer. Elle ne peut pas se retirer puisqu'en fait, elle est prise dans un dilemme. Soit c'est Benoît Payan, elle fait élire Benoît Payan, mais qui peut faire alliance avec Delogu, le candidat insoumis, s'il est qualifié au second tour. Soit c'est le RN, et même si son électorat peut aller vers un vote RN, effectivement, elle, en se retirant, elle ne ferait que accélérer ça. Donc là aussi, ça va être une question très très complexe. Plutôt maintien pour maintien, ouais. Plutôt maintien si elle est qualifiée. Si je peux me permettre, ce qu'il faudra observer aussi, c'est qu'elle est déjà présidente de la métropole Marseille-Aix. Et qu'est-ce qu'elle va faire à ce niveau-là, où en fait là aussi va se jouer des dilemmes très forts, parce que certains anticipent déjà que des villes de la métropole vont basculer aussi au RN. On me citait peut-être qu'il y a, alors je suis pas allé là-bas, mais Istres, Martigues, ça sont des villes qui peuvent basculer au RN, et donc du coup l'équilibre aussi dans la métropole va bouger. Surtout qu'elle pourrait faire au second tour un plus mauvais score qu'au premier, ce qui serait une humiliation, notamment parce qu'elle est présidente de la métropole. Et donc après, ces positionnements aussi au sort du premier tour vont aussi être, vont être liés aussi à qu'est-ce qui va se passer dans la métropole, où le barycentre va quand même rester à droite, voire à l'extrême droite potentiellement, et du coup, est-ce qu'elle veut rester à la tête de la métropole, et donc ça va peser dans l'équation, et ça on n'en parle pas trop, mais je pense que c'est quelque chose à regarder de près. C'est vrai que c'est paradoxal, quelqu'un qui perd les élections au niveau municipal pourrait rester à la tête de la métropole si l'alliance le permet avec Puisqu'on parlait de l'impact à Marseille du trafic de drogue, et qui a meurtri la ville et qui continue à meurtrir assez régulièrement, ça me fait penser qu'à Lyon, moi, tu m'as posé des questions sur les raisons de l'échec de Doucet. Moi, j'avais pas trop d'éléments là-dessus, mais par contre, ce qui est intéressant à Lyon, c'est qu'évidemment, c'est la ville où Quentin Derenc a été tué suite à cette rixe entre Antifa et groupuscule néo-fasciste. Du coup, c'est quand même, il y a une conclusion à en tirer, c'est que ça a eu assez peu d'impact, en tout cas, sur le score de LFI, qui, a priori, d'après les enquêtes d'opinion, va dépasser les 10%. Et Grégory Doucet a déjà dit qu'il était prêt à faire alliance avec LFI au second tour. Ça, c'était quand même l'élément que je voulais donner, et qui sera intéressant de voir quand même que ça a pas beaucoup, même si ça a beaucoup occupé l'espace public pendant 2 semaines, cette histoire et ces affrontements, en fait, et ces montées de la violence politique à Lyon. On n'a pas l'impression que ça a pesé, mais il faudra encore, avec les prudences, et voir dimanche les résultats. À vérifier dimanche soir, mais effectivement, ce sera à surveiller. Merci. C'est tout pour ce Contexte Live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous rappelle que vous pouvez prendre un essai et recevoir tous les matins les briefings de Contexte Pouvoir. Vous pouvez contacter les journalistes à rédaction.pouvoir avec un s @contexte.com, rédaction.pouvoirs@contexte.com. N'hésitez pas à envoyer vos scoops et vos documents exclusifs, évidemment. On va vous mettre dans le chat, et vous allez aussi le recevoir par mail, un lien vers un questionnaire de satisfaction. Ça prend 5 minutes. Et puis, ça nous aide, nous, à améliorer et à continuer d'améliorer ces petits événements, ces contextes live. Merci Pierre, merci Virginie, merci à l'équipe d'Humanoïde, merci à Yanis Souali, Samuel Azoulay, merci à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design du décor, le très beau design que vous voyez derrière moi. La coordination éditoriale est assurée par Lucille Bréau, qui est notre responsable des contenus vidéo et audio. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère, pour un prochain Contexte Live.